Sur la menace, c'est-à-dire que quand on connaît un peu l'histoire récente de la Russie, quand on sait le prix qu'elle a payé, un habitant sur 6 est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Russes savent ce qu'est le prix de la guerre. Aucune famille épargnée. Aucune famille n'a pu être épargnée. C'est comme la Grande Guerre pour nous, en France, simplement avec une mémoire beaucoup plus vive, puisqu'elle est beaucoup plus proche. Quand on regarde que la Russie aujourd'hui, c'est 146 millions d'habitants sur un territoire qui fait 25 fois la France, avec un déficit démographique chronique. Et c'est l'enjeu numéro un, c'est le défi numéro un des dirigeants actuels, c'est de repeupler la Russie. Alors évidemment, une guerre n'aide pas à repeupler. Et ça a été d'ailleurs le choc terrible que les Russes ont ressenti en février 2022, lorsque la guerre a été déclenchée. Ça a été, si vous voulez, il y a quelque chose qui ne collait pas avec cette politique de défense de la démographie qui est la priorité numéro un depuis mars 2000, c'est-à-dire depuis le premier discours de Poutine fraîchement élu. Et c'est encore la première des priorités de son mandat actuel, avec des chiffres ambitieux qui pourra peut-être tenir pour 2030. Mais si vous voulez, les nouvelles frontières de la Russie et tout l'effort économique qui a été porté ces dernières années a été porté vers l'extrême-orient russe, au sein des frontières de la Russie, avec ce forum économique de Vladivostok, avec toute la politique de dons de terre, puisqu'on donnait 1 hectare d'abord aux habitants d'Extrême-Orient, puis aux habitants de toute la Russie gratuitement pour peu qu'ils aient un projet, et on les accompagnait dans ce projet pour défricher cette terre. Si vous voulez, c'est la nouvelle frontière, pour reprendre un terme américain, la nouvelle frontière de la politique russe, c'était vers l'Extrême-Orient. Et vous avez d'ailleurs, dans le gouvernement russe, un seul ministère géographique, c'est le ministère du développement de l'Extrême-Orient, auquel l'Arctique a été adjoint en février 2019. Donc, si vous voulez, l'effort de conquête, j'allais dire territoriale, mais au sein de la Fédération de Russie, c'est de conquérir ces terres d'Extrême-Orient qui sont extrêmement riches. Quand vous allez sur le site du ministère de l'Extrême-Orient, vous avez toutes les richesses, toutes les ressources naturelles qui sont listées en différentes langues, et pas seulement en chinois, puisque, évidemment, ce sont des terres qui sont très convoitées par les amis et voisins chinois de la Russie. C'est pour dire que la Russie n'a que faire de conquête territoriale à l'ouest. Si vous voulez, c'est vraiment ne pas comprendre ce qu'est la logique russe, de penser que la Russie nous menace et qu'elle va conquérir d'autres terres sur le flanc ouest. Il y aurait beaucoup à dire pour développer ce qu'est cette menace russe entre beaucoup de guillemets, mais ce sont des éléments de langage, comme on dit dans les cabinets ministériels, qui n'ont aucun sens. Merci Elena Perrou. Alors, un message pour éclaircir un message précédent. La Turquie, il parlait de membre de l'OTAN, on est d'accord. C'est quelqu'un qui ne trouvait pas normal que Poutine accepte que les négociations de paix se déroulent à Istanbul. Et 2, l'Ukraine, qui a des combattants islamistes turcs et syriens. C'était ça qui était dit. Donc voilà, ça on le sait, il y a une légion étrangère importante en Ukraine. Lara ? Pour ce qui est, mon ressenti par rapport à ces négociations à Istanbul, il faut quand même regarder côté russe ce qui s'est passé, c'est-à-dire c'est quasiment la même composition qui était celle de mars 2022. C'est-à-dire que les Russes restent dans une continuité. Ça n'a pas changé. Ils n'ont pas de nouvelles demandes ou démarches dans cette histoire-là. C'est ça qu'ils envoient comme message. Ils choisissent pas la Turquie parce que c'est un ami ou parce que la Turquie a montré une quelconque... Non, mais parce que déjà, à l'origine, à l'époque, en mars, quand ça a capoté, c'était les négociations à Istanbul qui pouvaient aboutir. Et celui qui les a empêchés, c'était celui qui s'en est même vanté, qui a dit faut faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. C'est quand même Boris Johnson. Faut pas l'oublier, ça. Et les Russes ne l'oublient pas. C'est ce message-là qu'ils envoient à l'Occident. C'est pas autre chose. Bojo. Bonjour, chers vous deux, vous trois. Plus votre Nini G ou F. Je n'ai toujours pas compris si elle était glam ou flamme. Elle est flamme. Non, elle est glam. Elle est c'est glam. Capital C'est Flamme. le fameux glam de glamour. Hein bon. J'écris avant la fin de l'émission, je n'ai rien à dire et pas de questions. Je ne me manifeste pour vous dire que je vous écoute avec attention et surtout heureuse de vous savoir de retour.
Bonne émission. Eh bien, écoutez, merci Françoise. L'Occident veut dire tomber, décadent. Qu'est-ce qui nous empêche de créer la grande Europe, tiens, de Brest à Vladivostok? Le soleil ne se lève-t-il pas à l'est? Qu'est-ce qui nous empêche ceux qui nous gouvernent, il me semble, non ils n'ont pas du tout cette vision des choses. Et pas de l'Atlantique à l'Oural, comme on disait autrefois, parce que en réalité, Atlantique à l'Oural, ça veut dire que vous coupez la Russie en deux et vous la... Et vous considérez que le reste est l'Asie. Oui. Alors que c'est précisément intéressant que toutes ces composantes soient au sein de la Fédération de Russie. Et juste un mot sur pas directement la Turquie, mais c'est vraiment une vision qu'on n'a pas beaucoup vue de l'Occident, c'est ce caractère multiethnique et multiconfessionnel de la Russie. Là, il vient de se terminer à Kazan, capitale du Tatarstan. Qui a déjà brillé par le sommet des BRICS. Alors, qui a brillé par le sommet des BRICS. Vous avez un forum très intéressant qui a été créé en 2009. Là, c'était la 16e édition. La Russie et le monde musulman. C'est pour ceux qui s'intéressent à la question, vous trouverez plein d'éléments sur différents sites avec pas mal d'éléments en anglais, puisque l'anglais était évidemment une des langues de travail. Là, c'était l'arabe, l'anglais et le russe. C'est un forum qui prend beaucoup d'ampleur. Et il faut comprendre cette diversité ethnique pour comprendre la Russie dans son entièreté. Et pour comprendre à quel point le fait de couper une partie de la population du droit de parler sa propre langue, alors qu'en Russie, il y a 25 langues officielles au-delà du russe, qui est la langue d'État. Vous avez 25 langues officielles en Russie. Vous avez un attachement à cette diversité qui est extraordinaire. J'ai pu échanger avec la représentante... Et l'ukrainien en fait partie de ces 25 langues. Voilà. J'ai pu parler justement avec la représentante de la communauté ukrainienne de Crimée qui disait qu'en Crimée elle-même, il y avait 175 ethnies. En Crimée, il y a 175 ethnies. Et moi, ce qui m'a frappé en arrivant à Simferopol, la première chose qu'on voit, c'est une énorme mosquée, toute neuve, qui a été construite après l'annexion, le rattachement, comme on voudra, enfin après mars 2014. Pour les Tatars. Et tout est fait pour respecter, non seulement respecter, mais encourager l'expression culturelle et religieuse des différentes composantes de cette formidable mosaïque qu'est la Fédération de Russie aujourd'hui. Et l'Ukraine, à certains égards, c'est aussi une formidable mosaïque, peut-être moins diverse. Quand on prend précisément Odessa, c'est une espèce de kaléidoscope exceptionnel. Bien sûr. Et quand Poutine disait justement le jour de cette fameuse rattachement-annexion, 18 mars 2014, la Crimée ne sera jamais la Crimée de Bandera, et tout le monde s'est levé pour applaudir, c'est ça qu'il voulait dire. Quand on va là-bas, on touche du doigt cette réalité-là. Merci Elena. On rappelle aussi, Lara, que qu'outre vous-même et moi-même, nous avons, parmi les personnes qui ont dirigé ces entretiens, notre ami Xavier Moreau, évidemment, qui travaille en lien évidemment avec Géopolitique Profonde et qu'on a eu la joie de pouvoir rencontrer quand on était à Moscou, puisque cet ancien Saint-Syrien est aujourd'hui acquis la nationalité russe. Il y a au moins un trio, aussi avec, je crois, un certain Fabrice Sorlin, une personne qu'on n'a pas eu le temps de rencontrer, mais qu'on salue parce que c'est quelqu'un de précieux aux équipes de GPTV. Tarade, donc, qui a fait quelques émissions en son temps, entre autres sur Géopolitique Profonde le vendredi soir. Peut-être spécialement pour Philippe, je plaisante, terminer avec écoutez, celui qui est si connu en Russie, qui, j'espère, sera bientôt rapidement connu en France, l'auteur de Bessagon et le chasseur de démons. Ça, évidemment, c'est un sujet, vous en doutez, chers auditeurs, ceux qui me connaissent, qui me passionne. Ce qui était en fait, ce que j'avais considéré intéressant pour GPTV lorsque je participais à l'élaboration de ce voyage, c'est d'inclure, au-delà des politiques, des gens de la culture, des gens de l'art, des arts, c'est-à-dire on a un entretien avec un poète exceptionnel, et puis toucher, pourquoi pas, le cinéma ou la télévision, mais dans son plan culturel. Et il se trouve que depuis des années,
je cherchais à prendre contact pour différentes personnes en France qui souhaitaient le rencontrer. Celui qui est en fait pour la Russie, comme Poutine, il représente une forme de continuité artistique, familiale, dynastique. En fait, cet homme-là, c'est le petit-fils d'un grand peintre, Soulikov. C'est le fils d'un grand poète qui a écrit l'hymne, 2 fois l'hymne soviétique, 1 fois l'hymne de la Russie, celui qu'on ne peut pas écouter assis. Qu'on soit étranger, qu'on soit russe, on ne peut pas tellement il est magistral. Et voilà, on n'écoute jamais un hymne assis. Oui, mais pour un étranger, un étranger peut écouter l'hymne d'un autre pays assis. Ça m'est arrivé d'ailleurs. Il vous force à vous lever par sa force, tant la musique que les paroles qui frappent en fait, qui complètent la musique. Et cet homme-là, qui est en plus le frère d'un autre cinéaste exceptionnel. Pour moi, c'est une figure mais exceptionnelle russe. Il s'appelle Nikita Sergeyevich Mikhalkov. Cet homme était pour moi un acteur que j'adorais. Ensuite, un metteur en scène, c'est un peu notre campagnol, exceptionnel. C'est un peu, je dirais, voilà. Après, vous allez peut-être trouver, mais moi, je trouve un peu, je pense à mon Christian Combaz, mais bon, voilà. Mais justement, on adore Christian Combaz et c'est aujourd'hui, on pourrait faire ce parallèle-là. La différence, c'est le public et la taille de son talent et ses possibilités. C'est quand même un metteur en scène oscarisé. Et chaque vidéo, c'est plusieurs dizaines de millions de... Et il s'est converti à la vidéo d'auteur. Il a créé une chaîne en 2011 qui s'appelle Bessagon. Au début, on dit, mais qu'est-ce que c'est Bessagon? Presque bizarre. B, c'est donc le titre de Dostoïevski, Les démons. Et Bessagon, Gon, c'est celui qui chasse. Donc, c'est chasseur de démons. Il y a d'ailleurs un saint Nikita qui chasse les démons. Et un saint Nikita, chasseur de démons, qui est l'emblème, en fait, de cette émission. Et moi, je n'espérais pas, je n'y croyais pas. Et ben, on l'a eu. Et ce qui était exceptionnel dans cet entretien, c'est qu'il nous a accordé un entretien, tout le monde nous a dit, il est très capricieux, enfin pas capricieux, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de temps à perdre, qui n'a pas à s'expliquer, à faire face aux gens qui ne l'aiment. Ça n'a aucun intérêt pour lui, c'est fini. Et il fait ça pour son plaisir, il fait ça parce qu'il considère que c'est sa mission. Ami Poutine, hein. Voilà. Personnel, pas du tout politique. C'est peut-être le seul homme, un des rares hommes qui reçoit Poutine chez lui. Quand Poutine il fait des remarques, s'il trouve que Peskov, par exemple, commet un impair, il va le dire. Peskov, quand même, le porte-parole du Kremlin, va être obligé de s'expliquer et dire la dimension du personnage. Ça c'est vu. Et donc, Nikita Mikhalkov nous a accordé cet entretien. On nous a dit ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, mais c'est lui qui décidera. L'entretien a duré 1h30. L'entretien avec Nicolas a duré 1h30. Pendant cette heure et demie... J'ai envie de dire Nicolas est là, parce qu'en plus, il nous avait positionné sur... c'est un metteur en scène, ça rigole pas. Il a tout de suite compris ce qu'il voulait faire. En fait, il nous a placé Nicolas devant moi, juste derrière, dans l'axe de son regard. Et en fait, il a fait quelque chose d'exceptionnel aussi parce que moi, je traduisais pendant 1h30. Normalement, ça ne se fait pas en simultané. C'est très chargé, c'est très difficile. Pendant 1h30, je n'ai pas traduit. J'ai juste dit les mots qu'il a dit en français. C'était d'une fluidité absolue et je n'avais zéro fatigue. J'étais au contraire, tellement exaltée de cette rencontre. C'était une fréquence hors norme. Il y avait l'impression qu'en fait, il nous a fait rentrer dans quelque chose et nous a amenés, et puis à la fois continuant à nous poser des questions et lui-même ajustant son opinion. Hors norme. Voilà. Cet entretien-là, vous allez le voir sur GPTV quand il sera complètement monté, parce qu'il a décidé de nous gratifier de photos et d'images supplémentaires par rapport à ce qu'on a vu. On a pu accéder à cette pièce qui est la pièce où il tourne Bessagon. C'est-à-dire que les Russes qui écoutent cette émission vont me comprendre. Les Français vont peut-être découvrir dans un futur proche ces émissions en français. Moi, je peux vous dire que la charge
émotionnel, intellectuel, spirituel que ça a été cette rencontre, rien que pour ça, ça valait tout le travail, tout ce qu'on a fait pendant des années, en tout cas en ce qui me concerne. Voilà.